Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de Voyage au bout de la nuit que l'on commence, comment? Comme toujours, en vous donnant la parole. C'est la rubrique des questions-réponses de Lionel à laquelle vous participez soit par courrier postal, 1 rue Les Enfants du Paradis, à l'attention de Lionel Cécilio, les questions-réponses de Lionel, chaîne C8, Voyage au bout de la nuit, etc. etc. ou par les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et ce soir, ce sont des messages sur les réseaux sociaux que j'ai relevés, notamment sur Twitter, je vais le citer, parce qu'il y a Facebook aussi, il y a Instagram, on est un petit peu partout, on est présent. En tout cas, nous, les lecteurs, on l'est, et puis après, l'émission aussi a ses propres pages. Mais ce soir, c'est sur Twitter que j'ai relevé quelques messages. Alors, on a Kaki qui nous dit, ça s'écrit CAQI, je vous dis parfois, si vous voulez les retrouver, si vous voulez échanger avec eux, mais sinon, vous tapez hashtag VBN, vous retrouvez tout le monde, c'est là qu'on reconnaît la communauté. Kaki qui nous dit merci, car chaque soir, quand j'arrive pas à dormir, vous êtes là pour moi. Il y a Lamante qui nous dit ce moment gênant où tu mets VBN à la maternité pour passer le temps et où tu es prise dans l'histoire. Donc j'imagine qu'elle est sage-femme. Merci à Lamante. On a aussi Steph913 qui dit si c'est ça le VBN 2017-2018, sans moi, trop court, toujours les mêmes. Aucun intérêt. Alors, pour répondre à Steph 913, on est quand même une bonne douzaine de lecteurs-lectrices et on se partage comme ça l'émission au gré de nos propres disponibilités, des disponibilités du studio, de la chaîne, des désirs aussi parfois du public, mais on essaye d'alterner quand même, donc c'est pas toujours les mêmes. Et il y a des nouveaux qui rentrent très régulièrement, donc renseignez-vous sur la page Facebook, on les met à l'honneur quand on peut, mais il y a des nouveaux et des nouvelles qui rentrent très régulièrement. Et puis alors, trop court, malheureusement, ne nous punissez pas de ça parce qu'on en est nous-mêmes des victimes. Vous vous doutez bien que chaque émission, à part peut-être celle de Cyril Hanouna, chaque émission n'a que le temps qu'on veut bien lui donner. C'est difficile de prendre l'antenne, ça ferait de nous des pirates de la télévision, ça serait compliqué. Vous savez qu'on nous donne un temps et on est déjà bien heureux, je vous le dis, d'avoir un temps au milieu de la nuit qui est consacré à la littérature, à la culture, aux livres, ici sur C8 depuis presque 10 ans. C'était en 2008 sur une chaîne Feu Direct 8 qui est devenue entre-temps D8 puis C8 et donc ça va faire 10 ans là en janvier 2018 que cette chaîne et ce groupe, le groupe Canal+, nous laissent un peu de place pour la littérature. Alors chérissons cette place, battons-nous pour qu'elle ne se réduise pas à peau de chagrin, mais s'il vous plaît, vous les téléspectateurs, ne nous punissez pas de ça en zappant ou en allant ailleurs, parce que trop court, ça pour le coup, on ne peut pas faire autrement. Et croyez bien qu'en interne, on se bagarre pour avoir plus de place, pour avoir une place à des horaires qui permettent une plus grande visibilité. Donc vraiment, soutenez-nous là-dessus. On a besoin de vous justement, notamment sur les réseaux sociaux, hashtag VBN, soutenez-nous. Envoyez-nous des messages de soutien plutôt que des messages de désarroi. Et puis pour terminer, cette rubrique de questions-réponses, c'est une suggestion de lecture, hashtag VBN, que j'ai relevée sur les réseaux sociaux. Elle nous vient de Ingr88, ça doit être Ingrid, j'imagine, INGR88, qui nous suggère la lecture de Le jour où j'ai appris à vivre. C'est signé Laurent Gounel. Voilà, si vous l'avez déjà lu, j'attends vos retours avec impatience. Hashtag VBN, allez échanger avec Ingr88. Et puis si vous ne l'avez pas lu, manifestez-vous. Si vous êtes suffisamment nombreux, peut-être qu'on le lira ici dans l'émission. Mais pour l'instant, c'est juste un partage de suggestions de lecture que nous fait Ingr88 et je relaye sa parole pour que vous, toute la communauté des amoureux de la littérature, vous alliez vous empresser de le lire et de nous en faire, si vous le souhaitez, un retour. Le jour où j'ai appris à vivre, signé Laurent Gounel, c'est la suggestion de lecture faite par Ingr88 ce soir sur le hashtag VBN. Voilà, la rubrique est terminée. On va pouvoir la refermer et donc nous replonger dans la lecture de cette nuit, de ce matin. Oui, parce qu'on est au petit matin, on est entre chien et loup, comme disent les cinéastes. Et donc cette lecture, c'est celle d'un roman signé Honoré de Balzac intitulé La Duchesse de Langeais. Et nous allons donc reprendre là où nous nous sommes interrompus lors de la précédente émission. Je vous souhaite une très très belle lecture, très très belle écoute. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Monsieur, dit le valet de chambre, Madame la Duchesse n'est pas visible. Elle s'habille et vous prie de l'attendre ici. Armand se promena dans le salon en étudiant le goût répandu dans les moindres détails. Il admira Madame de Langeais en admirant les choses qui venaient d'elle et en trahissaient les habitudes, avant qu'il pût en saisir la personne et les idées. Après 1 heure,
environ, la duchesse sortit de sa chambre sans faire de bruit. Montriveau se retourna, la vit, marchant avec la légèreté du nombre, et tressaillit. Elle vint à lui, sans lui dire bourgeoisement « Comment me trouvez-vous » Elle était sûre d'elle, et son regard fixe disait « Je me suis ainsi parée pour vous plaire ». Une vieille fée, marraine de quelques princesses méconnues, avait seule pu tourner autour du cou de cette coquette personne le nuage d'une gaze dont les plis avaient des tons vifs que soutenait encore l'éclat d'une peau satinée. La duchesse était éblouissante. Le bleu clair de sa robe, dont les ornements se répétaient dans les fleurs de sa coiffure, semblait donner, par la richesse de la couleur, un corps à ses formes frêles devenues toutes aériennes. Car en glissant, avec rapidité vers Armand, elle fit voler les 2 bouts de l'écharpe qui pendaient à ses côtes. Et le brave soldat ne put alors s'empêcher de la comparer aux jolis insectes bleus qui voltigent au-dessus des eaux, parmi les fleurs avec lesquelles ils paraissent se confondre. « Je vous ai fait attendre », dit-elle de la voix que savent prendre les femmes pour l'homme auquel elles veulent plaire. J'attendais patiemment une éternité. J'attendrais patiemment une éternité si je savais trouver la divinité belle comme vous l'êtes. Mais ce n'est pas un compliment que de vous parler de votre beauté. Vous ne pouvez plus être sensible qu'à l'adoration. Laissez-moi donc seulement baisser votre écharpe. « Oh, fille !» dit-elle en faisant un geste d'orgueil. « Je vous estime assez pour vous offrir ma main. » Et elle lui tendit à baiser sa main encore humide. Une main de femme, au moment où elle sort de son bain de senteur, conserve je ne sais quelle fraîcheur douillette, une mollesse veloutée dont la chatouilleuse impression va des lèvres à l'âme. Aussi, chez un homme épris, qui a dans les sens autant de volupté qu'il a d'amour au cœur, ce baiser, chaste en apparence, peut-il exciter de redoutables orages. « Me la tendrez-vous toujours ainsi ?» dit humblement le général, en baisant avec respect cette main dangereuse. « Oui, mais nous en resterons là, » dit-elle en souriant. Elle s'assit et parut fort maladroite à mettre ses gants. En voulant en faire glisser la peau d'abord, trop étroite, le long de ses doigts, et regarder en même temps M. de Montriveau qui admirait alternativement la duchesse et la grâce de ses gestes réitérés. « Ah, c'est bien, dit-elle, vous avez été exact. J'aime l'exactitude. Sa Majesté dit qu'elle est la politesse des rois, mais selon moi, de vous à nous, je la crois la plus respectueuse des flatteries. N'est-ce pas? Dites donc. » Puis, elle le guigna de nouveau pour lui exprimer une amitié décevante, en le trouvant muet de bonheur et tout heureux de ses reins. Ah, la duchesse entendait à merveille son métier de femme. Elle savait admirablement rehausser un homme à mesure qu'il se rapetissait et le récompenser par de creuses flatteries à chaque pas qu'il faisait pour descendre aux niaiseries de la sentimentalité. « Vous n'oublierez jamais de venir à 9 heures ? » ?»« Oui, mais irez-vous donc au bal tous les soirs ? » ?»« Le sais-je, » répondit-elle en haussant les épaules par un petit geste enfantin, comme pour avouer qu'elle était toute caprice et qu'un amant devait la prendre ainsi. « D'ailleurs, reprit-elle, que vous importe, vous m'y conduirez. »« Pour ce soir, dit-il, ce serait difficile. Je ne suis pas mis convenablement. »« Il me semble, répondit-elle en le regardant avec fierté, que si quelqu'un doit souffrir de votre mise, c'est moi. Mais sachez, monsieur le voyageur, que l'homme dont j'accepte le bras est toujours au-dessus de la mode. Personne n'oserait à le critiquer. » « Je vois que vous ne connaissez pas le monde. Je vous en aime davantage. » Mais elle le jetait déjà dans les petitesses du monde, en tâchant de l'initier aux vanités d'une femme à la mode. « Si elle veut faire une sottise pour moi, se dit en lui-même Armand, je serais bien niais de l'en empêcher. Elle-même sans doute, et certes elle ne méprise pas le monde plus que je ne le méprise pas moi-même. Ainsi, va pour le bal. »
La duchesse pensait sans doute qu'en voyant le général la suivre au bal en bottes et en cravate noire, personne n'hésiterait à le croire passionnément amoureux d'elle. Heureux de voir la reine du monde élégant vouloir se compromettre pour lui, le général eut de l'esprit en ayant de l'espérance. Sûr de plaire, il déploya ses idées et ses sentiments sans ressentir la contrainte qui la veille lui avait gêné le cœur. Cette conversation substantielle, animée, remplie par ses premières confidences aussi douces à dire qu'à entendre, séduisit-elle Madame de Langeais ou avait-elle imaginé cette ravissante coquetterie? Mais elle garda ce regard malicieux qu'elle posa à présent sur la pendule quand minuit sonna. « Ah, vous me faites manquer le bal, dit-elle en exprimant de la surprise et du dépit de s'être oubliée. Puis elle se justifia, le changement de ses jouissances, par un sourire qui fit bondir le cœur d'Armand. « J'avais bien promis à Madame de Beauséant, ajouta-t-elle, ils m'attendent tous. »« Eh bien, allez. »« Non, continuez, dit-elle. Je reste. Vos aventures en Orient me charment. Racontez-moi bien toute votre vie. J'aime à participer aux souffrances ressenties par un homme de courage, car je les ressens, vrai. » Elle jouait avec son écharpe, la tordait, la déchirait par des mouvements d'impatience qui semblaient accuser un mécontentement intérieur et de profondes réflexions. « Nous ne valons rien, nous autres, reprit-elle. Oh, nous sommes d'indignes personnes égoïstes, frivoles. Nous ne savons que nous ennuyer, à force d'amusement. Aucune de nous ne comprend le rôle de sa vie. Autrefois, en France, les femmes étaient des lumières bienfaisantes. Elles avaient pour soulager ceux qui pleurent, encourager les grandes vertus, récompenser les artistes et en animer la vie par de nobles pensées. Alors, si le monde est devenu si petit, à nous la faute. Vous me faites haïr ce monde et le bal. Non. Je ne vous sacrifie pas grand-chose. » Elle acheva de détruire son écharpe, comme un enfant qui, jouant avec une fleur, finit par en arracher toutes les pétales. Elle la roula, la jeta loin d'elle, et put ainsi montrer son coup de cygne. Elle sonna. « Je ne sortirai pas, » dit-elle à son valet de chambre. Puis elle reporta timidement ses longs yeux bleus sur Armand, de manière à lui faire accepter par la crainte qu'ils exprimaient cet ordre pour un aveu, pour une première, pour une grande faveur. « Vous avez eu bien des peines, » dit-elle après une pause pleine de pensée et avec cet attendrissement qui, souvent, est dans la voix des femmes sans être dans le cœur. « Non, » répondit Armand. « Jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce qu'était le bonheur. » « Vous le savez donc, » dit-elle en le regardant en dessous d'un air hypocrite et rusé. « Mais pour moi, désormais, le bonheur, n'est-ce pas de vous voir, de vous entendre? Jusqu'à présent, je n'avais que souffert et maintenant, je comprends que je puis être malheureux. »« Assez, assez, dit-elle. Allez-vous-en, il est minuit. Respectons les convenances. Je ne suis pas allé au bal. Vous étiez là. Ne faisons pas causer. Adieu. Je ne sais ce que je dirais, mais la migraine est bonne. Personne et ne nous donne jamais de démenti. »« Y a-t-il bal demain ?» demanda-t-il. « Faut vous y accoutumeriez, je crois. »« Eh bien oui, demain, nous irons encore au bal. » Armand s'en alla, l'homme le plus heureux du monde, et vint tous les soirs chez Madame de Langeais à l'heure qui, par une sorte de convention tacite, lui fut réservée. Il serait fastidieux et ce serait pour une multitude de jeunes gens qui ont de ces beaux souvenirs une redondance que de faire marcher ce récit pas à pas comme marchait le poème de ces conversations secrètes dont le cours avance ou retarde au gré d'une femme pour une querelle de mots quand le sentiment va trop vite, par une plainte sur les sentiments quand les mots ne répondent plus à sa pensée. Aussi, pour marquer le progrès de cet ouvrage à la Pénélope, peut-être faudrait-il s'en tenir aux expressions matérielles du sentiment. Ainsi, quelques jours après la première rencontre de la duchesse et d'Armand de Montriveau, l'assidu général avait conquis en toute propriété le droit de baiser les insatiables mains de sa maîtresse. Partout où allait Madame de Langeais, se voyait invariablement, inévitablement, Monsieur de Montriveau, que certaines personnes nommèrent en plaisantant le planton de la duchesse. Déjà, la position d'Armand lui avait fait des envieux, des jaloux, des ennemis. Madame de Langeais avait atteint
à son but. Le marquis se confondait parmi ses nombreux admirateurs et lui servait à humilier ceux qui se vantaient d'être dans ses bonnes grâces en lui donnant publiquement le pas sur tous les autres. Décidément, disait Madame de Sérisy, Monsieur de Montriveau est l'homme que la duchesse distingue le plus. Qui ne sait pas ce que veut dire, à Paris, être distingué par une femme. Les choses étaient ainsi parfaitement en règle. Ce qu'on se plaisait à raconter du général le rendit si redoutable que les jeunes gens habiles abdiquèrent tacitement leurs prétentions sur la duchesse et ne restèrent dans sa sphère que pour exploiter l'importance qu'ils y prenaient, pour se servir de son nom, de sa personne, pour s'arranger au mieux avec certaines puissances du second ordre, enchantés d'enlever un amant à Madame de Langeais. La duchesse avait l'œil assez perspicace pour apercevoir ses désertions et ses traités dont son orgueil ne lui permettait pas d'être la dupe. Alors elle savait, disait monsieur le prince de Talleyrand, qu'il aimait beaucoup. Tirer un regain de vengeance par un mot à deux tranchants dont elle frappait ses épousailles morganatiques. Alors, les épousailles morganatiques, c'est un mariage de souverain. C'est un mariage de prince, voilà, avec une personne d'un rang inférieur. Voilà, une épousaille morganatique, c'est pour signifier un mariage entre un prince, un sang bleu, et quelqu'un de rang inférieur. Sa dédaigneuse raillerie ne contribuait pas médiocrement à la faire craindre et passer pour une personne excessivement spirituelle. Elle consolidait ainsi sa réputation de vertu, tout en s'amusant des secrets d'autrui, sans laisser pénétrer les siens. Néanmoins, après 2 mois d'assiduité, elle eut au fond de l'âme une sorte de peur vague en voyant que M. de Montriveau ne comprenait rien aux finesses de la coquetterie faubourg-saint-germanesque et prenait au sérieux les minauderies parisiennes. Celui-là, ma chère duchesse, lui avait dit le vieux vidame de Pamiers, est un cousin germain des Aigles. Vous ne l'apprivoiserez pas, et il vous emportera dans son air, si vous n'y prenez garde. Le lendemain du soir, où le rusé vieillard lui avait dit ce mot, dans lequel Madame de Langeais craignit de trouver une prophétie, elle essaya de se faire haïr, et se montra dure, exigeante, nerveuse, détestable pour Armand, qui la désarma par une douceur angélique. Cette femme connaissait si peu la bonté large des grands caractères qu'elle fut pénétrée des gracieuses plaisanteries par lesquelles ses plaintes furent d'abord accueillies. Elle cherchait une querelle et trouva des preuves d'affection. Alors, elle persista. « En quoi, lui dit Armand, un homme qui vous idolâtre a-t-il pu vous déplaire ?»« Vous ne me déplaisez pas, répondit-elle en devenant tout à coup douce et soumise. Mais pourquoi voulez-vous me compromettre? Vous ne devez être qu'un ami pour moi. Ne le savez-vous pas? Je voudrais vous voir l'instinct, les délicatesses de l'amitié vraie, afin de ne perdre ni votre estime, ni les plaisirs que je ressens près de vous. N'être que votre ami? S'écria M. de Montriveau, à la tête de qui ce terrible mot donna des secousses électriques. Sur la foi des heures douces que vous m'accordez, je m'endors et me réveille dans votre cœur, et aujourd'hui, sans motif, vous vous plaisez gratuitement à tuer les espérances secrètes qui me font vivre. Voulez-vous, après m'avoir fait promettre tant de constance et avoir montré tant d'horreur pour les femmes qui n'ont que des caprices, me faire entendre que, semblable à toutes les femmes de Paris, vous avez des passions et point d'amour? Pourquoi donc m'avez-vous demandé ma vie? Et pourquoi l'avez-vous acceptée? J'ai eu tort, mon ami. Oui, une femme a tort de se laisser aller à de tels enivrements quand elle ne peut ni ne doit les récompenser. Je comprends. Vous n'avez été que légèrement coquette. Et coquette? Je hais la coquetterie. Être coquette, Armand? Mais c'est se promettre à plusieurs hommes et ne pas se donner. Se donner à tous est du libertinage. Voilà ce que j'ai cru comprendre de nos mœurs. Mais se faire mélancolique avec les humoristes, gai avec les insouciants, politique avec les ambitieux, écouter avec une apparente admiration les bavards, s'occuper de guerre avec les militaires, être passionné pour le bien du pays avec les philanthropes, accorder à chacun sa petite dose de flatterie, cela me paraît aussi nécessaire que de mettre des fleurs dans nos cheveux, des diamants, des gants et des vêtements. Le discours
est la patrie morale de la toilette. Il se prend et se quitte avec la toque à plumes. Nommez-vous ceci coquetterie? Mais je ne vous ai jamais traité comme je traite tout le monde. Avec vous, mon ami, je suis vrai. Je n'ai pas toujours partagé vos idées et quand vous m'avez convaincu, après une discussion, ne m'en avez-vous pas vue toute heureuse? Enfin, je vous aime, mais seulement comme il est permis à une femme religieuse et pure d'aimer. J'ai fait des réflexions, je suis marié, Armand. Si la manière dont je vis avec monsieur de Langeais me laisse la disposition de mon cœur, les lois, les convenances m'ont ôté le droit de disposer de ma personne. En quelque rang qu'elle soit placée, une femme déshonorée se voit chassée du monde. Et je ne connais encore aucun exemple d'un homme qui ait su ce à quoi l'engageaient alors nos sacrifices. Bien mieux, la rupture que chacun prévoit entre madame de Beauséant et monsieur d'Ajuda, qui, dit-on, épouse mademoiselle de Rochefide, m'a prouvé que ces mêmes sacrifices sont presque toujours les causes de votre abandon. Si vous m'aimiez sincèrement, vous cesseriez de me voir pendant quelque temps. Moi, je dépouillerais pour vous toute vanité. N'est-ce pas quelque chose? Que ne dit-on pas d'une femme à laquelle aucun homme ne s'attache? Ah, elle est sans cœur, sans esprit, sans âme, sans charme surtout. Oh, les coquettes ne me feront grâce de rien. Elles me raviront les qualités qu'elles ont blessées. Si ma réputation me reste, que m'importe de voir contester mes avantages par des rivales? Elles n'en hériteront certes pas. Allons, mon ami, donnez quelque chose à qui vous sacrifie tant. Venez moins souvent. Je ne vous en aimerai pas moins. Et c'est sur cette demande qu'elle lui fait, et à la fois cette promesse que nous allons nous quitter pour essayer de laisser tout cela vivre en nous. Nous allons le digérer et en penser ce que nous ferions à sa place. Est-ce que nous accepterions ce deal, ce pacte? Eh bien, c'est une question que je vous pose et avec laquelle je vous laisse doucement vous reposer, fermer vos yeux et peut-être même dormir ou aller affronter une journée de travail avec tout cela en tête. En tout cas, nous, pour l'heure, on se quitte car vous l'avez compris, cette émission touche maintenant à sa fin. Merci infiniment de l'avoir suivi et surtout, je vous donne rendez-vous très vite sur C8 pour la suite de cette lecture. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite donc.